Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, Pi Network. On a devant nous un ensemble de sources assez fascinants. Ça va d'articles techniques très pointus à des analyses de marché et même des transcriptions de vidéos de la communauté qui sont, disons, très passionnées. Oui, un mélange assez explosif, et ça reflète bien le projet en fait. D'un côté, on a une technologie qui se veut sérieuse, structurée, et de l'autre, une communauté de millions de personnes avec des attentes qui partent un peu dans tous les sens. C'est tout à fait ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de démêler un peu tout ça. On va essayer de voir ce que les dernières annonces, comme le fameux protocole V23, veulent vraiment dire. Concrètement, pas juste la théorie. On va aller au-delà du jargon. Exactement. On va parler technologie, bien sûr, mais aussi de la controverse autour de la valeur du pi et même du contexte économique global, parce que ça pourrait tout changer. Pour le meilleur ou pour le pire. Alors commençons par le début, par les fondations. La nouvelle qui est sur toutes les lèvres dans nos sources, c'est ce protocole V3R. C'est quoi au juste? Juste une petite mise à jour de plus? Non, non, c'est bien plus que ça. Les sources techniques sont formelles là-dessus. C'est pas un simple patch, c'est carrément l'intégration de Stellar Core V30.1. D'accord. Et en français, ça veut dire quoi? En gros, c'est comme si on changeait le moteur de la voiture alors qu'elle est déjà en train de rouler. L'objectif, c'est la performance brute. Il faut préparer le réseau à gérer une charge massive. On parle de 15,7 millions d'utilisateurs sur le mainnet. Qui, un jour, voudront tous faire des fausses actions en même temps, j'imagine. Voilà, il faut que ça tienne. D'accord. Donc, plus de vitesse, plus de capacité. C'est un peu le discours classique de chaque mise à jour de blockchain, non? On est plus rapide, plus fort. Oui, mais là, il y a autre chose. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Au-delà de la technique pure. Le mot qui revient sans cesse, c'est interchain ou cross-chain. Ah! L'idée, c'est de construire des ponts, c'est ça? C'est exactement l'idée. Jusqu'à maintenant, Pi Network, c'était un peu une île, un écosystème fermé. Là, on prépare les fondations pour connecter cette île au reste du continent de la blockchain. Donc, potentiellement, des ponts vers Ethereum, Solana, ce genre de choses. Ce qui voudrait dire que le Pi pourrait être utilisé en dehors de son propre univers. Tout à fait. L'utilité potentielle du Pi explose. Et ça nous amène au deuxième point crucial, débloqué par cette mise à jour. Les smart contracts. Les fameux contrats intelligents. Exactement. Les sources les présentent comme la clé. La clé pour que les développeurs puissent enfin construire des applications complexes, des applications du monde réel, directement sur la blockchain Pi. Et j'imagine que les deux sont liés. Pour faire tourner des applications complexes qui interagissent avec d'autres blockchains, il faut le moteur puissant du V3. C'est indissociable. Sans la scalabilité du V3, tout le reste, ça reste de la théorie sur un papier. Là, on pose les fondations pour que ça devienne réel. D'accord. La techno se met en place. Mais un moteur, ça ne tourne pas sans carburant. Et ça nous amène à l'économie de tout cet écosystème. Une de nos sources parle d'une injection. Massif de capital. Oui, 172,5 millions de tokens PI. C'est colossal. Quand même. Et la justification officielle, c'est quoi alors? Elle est assez claire. Il faut de la liquidité pour faire tourner plus de 215 nouvelles applications qui seraient prêtes à être lancées. Les sources citent quelques noms pour donner une idée. Blind Lounge, StarMax, Run4Pi. La logique se tient. Pas de token, pas de transaction, pas d'écosystème. Le moteur ne peut pas démarrer. C'est la condition. Mais déverser 172 millions de tokens sur un marché qui n'existe même pas encore officiellement, j'imagine la réaction de la communauté. Ça doit faire grincer des dents, non? Ça peut créer une panique. Et ça en crée, en partie. La peur, elle est palpable dans les discussions. C'est l'apport de l'inflation, de la dilution, la crainte de voir la valeur de chaque pi miné sur son téléphone fondre comme neige au soleil avant même le départ. C'est une tension énorme. Les développeurs qui disent « on a besoin de carburant » et les utilisateurs qui disent « vous allez noyer le moteur ». C'est exactement cette tension. Et c'est ce qui nourrit tout le débat sur la GCV, la fameuse valeur de consensus global. Ah oui, cette tentative de se raccrocher à quelque chose de stable, de fixe face à l'inconnu. C'est une réaction psychologique, en fait. Face au risque de volatilité, certains veulent imposer une certitude. Et c'est un terrain de jeu très glissant. D'ailleurs, la Picor Team en est très conscient. Ils mettent en garde, c'est ça? Il multiplie les avertissements contre les arnaques, contre les gens qui promettent des prix GCV irréalistes. Mais bon, c'est un peu comme essayer de vider l'océan à la petite cuillère. C'est fascinant parce qu'on a l'équipe officielle d'un côté
Et de l'autre, des initiatives de la communauté qui vont dans le sens diamétralement opposé. Une de nos sources, une transcription vidéo, nous parle d'un projet sur GitHub qui est l'incarnation de ça, hein, le projet d'un développeur Kosashi. 1. Les IP Value Setter. C'est un cas d'école. Le projet est radical. C'est un système d'IA autonome dont le seul et unique but est de maintenir une valeur fixe pour le Picoin. Une valeur de 314 159 $. Le chiffre n'est pas anodin. Évidemment. Mais le plus fou, ce n'est même pas le montant, c'est le mécanisme. Le projet précise bien quel type de paille serait accepté. Et c'est là que ça devient vraiment particulier. C'est une nuance qui change tout. Le code est formel. Le système n'accepterait que les purs Picoin. Et la définition, c'est un paille qui n'a jamais été échangé ou altéré. Donc, ça exclut de fait tous les PI qui seraient passés par une plateforme d'échange, par un circuit spéculatif. C'est une économie à deux vitesses qu'il propose. Exactement. D'un côté, les vrais croyants, les mineurs de la première heure, et de l'autre, les autres. Mais qui décide de ça ? Qui a l'autorité pour imposer une telle règle ? Ça va à l'encontre de l'idée même de décentralisation. C'est presque une économie planifiée par une IA. Vous mettez le doigt sur le cœur du débat. C'est un choc frontal entre deux philosophies. D'un côté, le chaos du marché libre. Une autre source nous rappelle que quand le Pi a été listé sur des bourses sans l'accord de l'équipe, son prix a grimpé à 3 $ avant de s'effondrer de 90%. Et la source dit que cet effondrement était une bénédiction déguisée, c'est ça ? Pour chasser les spéculateurs. C'est l'interprétation, oui. Et de l'autre côté, on a la vision de la valeur fixée, la vision de Kosashi. Une vision qui récompense la loyauté, la patience. Le vrai débat, c'est pas de savoir qui a raison. C'est de voir qu'on a en accéléré un débat économique fondamental, marché libre et volatile, ou économie contrôlée et stable. Et pendant ce temps-là, pendant cette guerre philosophique, l'équipe AI, elle, a une approche beaucoup plus opérative. C'est ça, presque éducative. Les sources décrivent en détail les nouveautés du testnet. C'est ça. Ils ont mis en place un immense terrain d'entraînement. C'est une sorte d'alphabétisation financière à grande échelle. Ils ont mis à jour leur échange décentralisé, le DEX, et l'AMM sur le réseau de test. Le but, c'est de laisser les gens s'entraîner sans risque. C'est ça ? Voilà. Les pionniers peuvent jouer avec les concepts de la finance décentralisée, créer leurs tokens, fournir de la liquidité, échanger des actifs. C'est un simulateur de vol avant de leur donner les commandes du vrai avion. J'ai vu dans les sources qu'il y avait des améliorations très spécifiques, notamment l'appariement centré sur le paille. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est un choix de design très malin. Ça veut dire que tout token créé sur la blockchain Pi devra forcément être échangé contre du Pi. On n'aura pas des paires token A contre token B. Ce sera toujours token A contre Pi. D'accord. Donc le Pi devient la monnaie centrale, la monnaie de réserve de tout l'écosystème. Absolument. Et ça concentre toute la liquidité autour du Pi, ce qui rend le marché potentiellement plus profond, plus stable. C'est très astucieux. Et pour la confiance ? Parce que n'importe qui peut créer un token pour arnaquer les gens. Ils ont prévu quelque chose. J'ai lu un truc sur la vérification par nom de domaine. C'est une très bonne question. Alors oui, chaque créateur de token doit lier son projet à un nom de domaine vérifié. Est-ce que c'est une garantie absolue ? Non, bien sûr que non. On peut créer un site web pour une arnaque. Mais ça ajoute une barrière. Ça ajoute une couche de responsabilité, ça crée un lien entre un actif anonyme et une entité identifiable, et pour renforcer ça, ils ont changé le classement des tokens. Ils ne sont plus classés par capitalisation boursière, qui est très facile à manipuler, mais par la liquidité réelle engagée. C'est un indicateur beaucoup plus fiable. Et une de nos sources fait un lien assez surprenant entre l'avenir de Pi et l'instabilité politique à Washington. C'est un point crucial et souvent oublié. Une analyse politique qu'on a consultée pointe l'échec d'une loi sur la santé aux États-Unis, pas juste comme un fait politique, mais comme le symptôme d'une incertitude économique majeure. Et quand la première économie mondiale est incertaine, les marchés financiers deviennent très nerveux. Exactement, on entre dans une phase de risk-off, comme on dit. Les investisseurs fuient le risque. Ils sortent des actifs spéculatifs, comme les cryptos, pour se réfugier dans des valeurs sûres. Ce qui veut dire que Pi pourrait être lancé au pire moment possible. Le timing pourrait être catastrophique. Il pourrait avoir le meilleur produit du monde, mais si le marché global a trop peur pour s'intéresser à quoi que ce soit de nouveau, ça ne prendra pas. C'est un facteur totalement hors de leur contrôle. C'est vrai. La meilleure techno du monde ne peut rien contre une panique généralisée. Précisément. Sauf que, et c'est là le paradoxe que la source souligne,
Cette même instabilité, cette méfiance envers les systèmes centralisés qu'il a créés, peut aussi renforcer massivement l'attrait d'alternatives décentralisées, Comme paille. comme Pi. Donc, l'instabilité politique est à la fois le plus grand danger et le meilleur argument marketing possible pour le projet. C'est un pari incroyablement risqué. Ça pourrait être le pire ennemi ou le meilleur allié. C'est tout le paradoxe de la situation. Si on résume, on a une situation extraordinairement complexe. D'un côté, le protocole V33, qui est une vraie refondation technique. De l'autre, cette guerre idéologique sur la valeur même du PII, marché libre contre valeur décrétée. Le tout sous la menace d'un contexte macroéconomique qui peut tout balayer d'un revers de main. C'est ça. La question qui se pose, c'est PI Network a prouvé qu'il pouvait bâtir une communauté gigantesque. Il se donne les moyens technologiques. Mais est-ce que ça suffira? Le plus grand défi, finalement, ce sera peut-être de naviguer entre les attentes quasi messianiques de sa communauté et la réalité froide des marchés financiers. C'est tout le défi. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Alors que cet écosystème se prépare à s'ouvrir, la vraie question n'est peut-être pas combien vaudra un $. C'est plutôt quel type d'économie ces utilisateurs vont-ils choisir de construire? Une économie ouverte et volatile ou une économie stable et prédéterminée? La réponse définira bien plus que le prix du $. Elle définira sa nature même.